Je suis perdu. Arrêtez. Allez, c'est bon. ça va bien se passer. Hop, allez. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? À distance, c'est bon, vous nous entendez? Comme ça? Yes, good. Ok. Oui, oui. Bon, aujourd'hui, on va parler de Yes. software craftsmanship. Super dur à dire. On va essayer de le dire plein de fois sans l'accrocher beaucoup. Juste première question, qui connaît déjà le sujet ou croit connaître, ou enfin connaît des choses dessus, plus ou moins, enfin, on ne connaît pas du tout. Qui connaît? Levez la main parce que c'est louche. Qui connaît pas du tout? Ce que c'est? Ça dit rien? Ok, à distance, oui, bah, vous avez le nom. Ok. Là, c'est tout. Eh bien, on va vous en parler. Les flèches, hein. Ouais. Donc, on va faire un petit historique. Ouais, on va faire un petit historique sur le sujet. Donc, comment on développait avant souvent les équipes de dev. Enfin, c'était pas une équipe, tu faisais ton dev de ton côté. Chacun faisait son bout de code et était propriétaire de son code et ne partageait pas forcément comment il l'a fait. Donc, pas partage de connaissances, et donc des règles de codage non respectées. Enfin, chacun codait comme il avait envie, comment il le sentait. Et donc, aucun partage, aucun point d'amélioration du code et de l'outil. Et il n'y a pas d'outillage. Il n'y a pas du tout, pas d'intégration. Parce que bon, c'est malgré tout, c'est assez récent l'intégration continue. Hein, ça date pas de 20 ans. Hein, pour ceux qui ont connu des. Ouais, je vois Seb qui. Ouais, mais. Et moi, du coup, pour continuer l'historique, je vais parler un petit peu d'une conférence d'Uncle Bob que j'ai trouvé hyper intéressante. Oui, pardon, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Et en gros, dans cette conf, il explique le fait que en fait, notre travail en fait, se retrouve partout. Donc, nos développements se retrouvent un peu dans tous les systèmes et il y a des systèmes partout maintenant. Et que la société et les gens qui nous voient comme des personnes un peu bizarres ne comprennent pas du tout comment ça marche et n'ont aucune idée de ce qu'il y a derrière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des systèmes qui ont des millions de lignes de code, par exemple des voitures, etc. Et ça pose des gros problèmes. Donc il dit justement qu'on devrait se sentir coupable quand on sait que la plupart des logiciels ne sont pas testés et qu'on retrouve ça dans les freins des voitures, etc. Voilà, donc c'est un petit peu dangereux. Et en fait, il conclut sur le fait que notre industrie, du coup, va forcément finir un jour par être régularisée parce qu'il va forcément un jour y avoir un accident. Bon, c'est un peu pessimiste, mais sur l'idée, c'est un petit peu... il y a de l'informatique partout dans les avions, etc. Le jour où il y a un accident, c'est pas une jambe cassée, quoi. Et du coup, si on finit par être régularisé, et ben, comment ça va se passer? Est-ce que c'est le gouvernement qui va nous dire, bon, bah voilà, vous devez utiliser une stack Java 8 avec un Elasticsearch et machin? Est-ce que chaque techno, chaque stack sera forcé en fait par un gouvernement, une instance, peu importe? Et en fait, sa conclusion, c'est de dire, bon, bah si nous, on arrive à définir les règles de notre industrie, comment faire bien les choses pour éviter ce genre de problème-là, alors on va pouvoir simplement donner ces règles-là qu'on aura mis au point à l'instance qui voudra nous réguler en fait. C'est ce qui est fait la plupart du temps dans toutes les industries. C'est qu'au plombier, c'est pas le ministre qui va dire au plombier comment il doit changer sa serrure, quoi. C'est pas une serrure. On voit que mes notions de plomberie sont très très au point. Voilà. Hein. Vous avez compris l'idée? Merci messieurs. Du coup, le premier point du coup qui a un petit peu découlé de cette idée, c'est le manifeste agile. Donc ouais, là ça me faisait plaisir de vous faire un petit mème. Donc il y a eu le manifeste agile qui est arrivé, qui avait pour intérêt de donner des process de gestion de projet et de management pour savoir comment mener à bien un projet informatique et laisser tomber les cycles en V qui au final ont fait rater beaucoup de projets. Hein, au final, on n'a aucun retour du client, etc. Donc on a le manifeste agile qui permet d'être un petit peu plus au contact du client et la satisfaction du client, mettre la satisfaction du client au cœur du projet. Et donc on a le manifeste SC qui est arrivé ensuite. Pour ceux qui ne savent pas, le manifeste agile, ça ressemble à ça. Qui a déjà vu ça? Oh, Il a imprimé au-dessus de son. Bien. Et dans ses toilettes. Ouais, dans cette toilette, ouais. Du coup, voilà, c'est quelques good practice à garder en tête. Voilà. Et on va voir qu'il y a à peu près la même chose pour le. Hein, quand même. Ah, tu veux que je le lise? Bah, pour rappeler ce que c'est important quand même.
Donc, les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Donc, mettre la relation client au cœur du projet. Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Je pense que ça parle de lui-même. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Donc, vraiment mettre la réussite du projet, c'est la satisfaction du client et rien d'autre, hein, au final. Et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Parce que, de toute façon, le besoin du client évolue constamment. Donc, voici pour le manifeste La liste des agile. signataires est intéressante. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais c'est un dieu de l'informatique aujourd'hui. Hein. Oui. On a Martin Martin Fowler, Fowler, Robert Cimartin, ouais, c'est ça. Ils sont tous, enfin Robert Cimartin, c'est le Uncle Bob que tu as présenté. Ouais. C'est tous des noms que globalement, si on a 10 ans d'expérience, on les a déjà entendus, quasi. C'est juste la ligne que tu n'as pas lue est importante aussi. Ouais. Reconnaissant la valeur des Oui, oui, oui. Il y a des gens qui disent que souvent quand on fait de l'agile, il n'y a pas besoin de doc, pas besoin de process. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que Tristan disait. Mais du coup, au cas où, ouais, les seconds éléments ont également de la valeur. Ce n'est pas que les premiers en délaissant la documentation, par exemple, ou la négociation contractuelle. Bref. Et du coup, suite à ce manifeste agile, il y a également eu un manifeste de software craftsmanship. De quoi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? Le software craftsmanship. Bon, c'est chiant à dire en anglais. En français, on peut dire que c'est l'artisanat logiciel, si on veut aussi traduire la truc. Alors, c'est quoi cette chose? Et comment ça marche? Donc, l'idée de tout ça, en fait, c'est que certaines personnes, donc notamment les mêmes, hein, Uncle Bob, tout ça, se sont rendus compte aussi que le manifeste agile, ça ne résolvait pas tous les problèmes. Et que, notamment, au niveau du code, il n'y avait pas grand-chose, finalement, qui cadrait le code ou qui cadrait la manière, en fait, de sortir des applications. Et donc, le but, c'était, derrière tout ça, become a developer, not just a programmer. Donc, notamment, ça fait quoi à ce qu'a dit Jean-François au début, en fait, de reconnaître la valeur des développeurs, donc le côté artisanat, et non plus de les juste considérer comme des codeurs qui font des lignes de code et puis voilà, du code qui marche. Et donc, il y a eu un manifeste qui est sorti sur ça. Donc, je vais le parcourir. Qui a déjà vu ce manifeste du software craftsmanship? Il y a moins de monde maintenant, fais-moi les malins. Fais-moi les malins, et il y en a. Donc alors, je vais le dire en français. L'idée, c'est d'avoir non seulement du code qui marche, donc des outils, des logiciels qui marchent, et des logiciels bien conçus. Pardon, je traduis à la volée. Donc, c'est des logiciels fonctionnels et bien conçus. Donc, non seulement on va répondre aux changements, donc là, ça fait souvent écho à un manifeste agile, mais on va aussi délivrer de la valeur constante. Non seulement des individus et des interactions, mais aussi qu'on ait une communauté de professionnels. Et ça va être très, très important pour toute la suite, ce qui va découler de cette idée-là. Et donc, aussi non seulement de la collaboration avec le client, etc., mais surtout une notion de partenariat productif. On se situe au même niveau que les parties prenantes, que les clients, etc. Et ça, c'est hyper important dans tout ça. Donc, communauté de professionnels, c'est aussi les personnes avant tout. Hein, voilà. Et dans le dernier point qui est super important, ça va être aussi savoir dire non. Ça, c'est hyper important. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est aussi de ne pas avoir peur de toucher du code. C'est-à-dire que si notre logiciel est bien... Donc, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment... On sort du côté, je dois faire du code qui marche. On doit faire du code aussi bien fait parce que on y touche au code et ne jamais se dire oh, ça arrive à tout le monde, hein. Ah, ça j'ai peur de toucher à ça, on arrive sur du code, mais si je touche ça, ça va exploser, c'est une catastrophe. Le but de tout ça, c'est de ne pas arriver à cette situation-là, ne pas avoir peur du code. Alors il y a des choses qui sont connues pour ça, notamment la Boy Scout Rule. Qui connaît la Boy Scout Rule? Je sais qu'à distance, il y en a qui connaissent. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent la Boy Scout Rule. Tristan, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la Boy Scout Rule? Si tu t'approches du PC. Pour moi, la Boy Scout Rule, c'est l'idée de dire que quand tu passes quelque part sur le camp de scout ou dans le code, et que tu vois un truc qui n'est pas bien fait ou qui est sale, et ben, tu le nettoies et tu améliores l'endroit que tu laisses. En fait. C'est ça.
Donc, non seulement tu arrives dans l'endroit, tu laisses ça propre, la moindre des choses, mais aussi tu ramasses les papiers qui traînent. Donc ça, c'est l'idée en fait de tout ça. L'autre idée derrière tout ça qui est très importante, c'est que ce soit les soft skills ou les hard skills, donc tout ce qui est techno, outillage, tout ça, eh ben, ce n'est pas naturel. En fait, l'idée derrière du software craftsmanship, c'est que comme un musicien qui apprend un instrument, il ne sait pas au bout de quelques leçons faire l'instrument, on va devoir apprendre, et apprendre tout au long de notre vie. Il n'y a pas de « je sais faire, j'ai 3 semaines de formation, je sais développer ». Ça n'existe pas. Et donc l'idée, c'est comment on rentre dans un processus d'amélioration et de partage et de connaissance. Parce qu'à chaque fois qu'on va arriver dans des projets, et dans des endroits et dans des choses, notre performance, en fait, va inexorablement diminuer. Le but, c'est qu'elle augmente. Et en fait, pratiquer, c'est dur. Et pour bien pratiquer, bah, il faut pratiquer. Un peu bizarre, mais c'est ça. Il faut pratiquer. Donc, comment on pratique? L'idée d'apprendre à plusieurs, toujours. Donc, apprendre à plusieurs, ce qui est important dans ça, c'est la notion de binomage. Donc, ça retire pas mal de choses à l'XP, à l'extreme programming, même si l'extreme programming, ça va être plus un ensemble d'outils et de méthodes. Le software craftsmanship, c'est vraiment plus un état d'esprit. En fait, hein, c'est encore plus large que ça. Donc, apprendre à plusieurs, mais pas avec, on va dire, un sachant et quelqu'un qui écoute, un maître et un élève. Ça va être plutôt une notion plus de mentorat, d'accompagnement. Donc, avec l'organisation des dojos, on s'en parlera à la fin. On va aussi rapidement mettre en place quelque chose, la propriété collective du code. Comment on fait ça? Donc, c'est-à-dire, pourquoi? Alors, c'est historiquement, on est dans une société très individualiste. Et historiquement, en fait, on va avoir... les gens vont avoir tendance à rapidement individualiser aussi le code, les développeurs. Donc, parce que c'est comme ça que ça a marché depuis toujours. Hein. Pour être reconnu compétent, il faut savoir dire qu'on sait tout faire. Il faut montrer qu'on a raison. Et puis après, on rentre dans des cercles vicieux où en fait, vu qu'on ne partage jamais, on prend le code pour les erreurs qu'on fait, pour critique personnelle, etc., etc. Et l'idée, c'est complètement de sortir de tout ça. Donc, la propriété collective du code, c'est de faire que dans un projet, le code appartient à tout le monde. Quelque chose qu'on fait, le code qu'on produit, c'est pas notre code une fois qu'il est poussé, c'est un code commun, le code de tout le monde. Et comment on accède et on arrive à ce genre de pensée, c'est notamment avec les relectures de code. Donc, typiquement, la relecture de code, ça aussi dit, bah voilà, ce code-là a été revu, donc finalement, que ce soit le relecteur ou la personne qui a produit le code, bah, ce code-là est autant à moi qu'à toi. C'est un code commun, c'est une production commune du projet. Et on peut augmenter ça après pour les tests, etc., pour tous les gens dans le projet, quoi. Donc la relecture par pair est hyper importante. Autre chose, c'est l'élaboration de standards de façon commune. Alors ça, c'est la notion, c'est ce qu'on essaie de faire avec la Core Team, hein, c'est la notion que c'est pas une tour d'ivoire qui va dire faites ça. Ça commence, c'est des standards élaborés de façon commune, qui vivent de façon commune, etc. Dernière chose, c'est toujours qu'il y ait des boucles de feedback rapides et vertueuses, donc c'est-à-dire notamment avec les relectures de code, mais encore une fois avec l'intégration continue, puisque réduire la boucle de feedback, donc avoir des retours proches de notre code, ça permet aussi de les prendre mieux en général. C'est plus agréable de faire quelque chose et dans 3 mois après, de voir que ça explose en recette. En fait, c'est plus dur à accepter aussi, dans ce sens-là. Et la dernière chose, c'est l'egoless programming. Alors, c'est pas forcément dans le software craftsmanship, mais ça vient assez rapidement avec ça. Donc, encore une fois, comme je vous disais, c'est historiquement le fait que dans plein de boîtes, le dev n'est pas valorisé, il y a beaucoup d'individualisme. On demande aux gens de savoir tout faire d'un côté. Donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui se proposent à tout faire et quand on leur dit que ça ne savent pas faire, c'est compliqué. Voilà. Je pense ceux qui ont pratiqué pas mal les boîtes de services, etc., voient de ce genre de personnes, les divas, on appelle des fois aussi, dans les cités de service. Et alors, c'est un effet, d'ailleurs, j'ai vu ça, mais c'est un effet reconnu, c'est l'effet d'Unic-Kruger. C'est un effet qui s'est documenté. C'est-à-dire que c'est un biais cognitif que les gens incompétents se sentent supérieurs en s'inventant plein de choses, et en fait, ça fait ce genre de problème, en fait. Et on a une société où accepter d'avoir tort, c'est un aveu de faiblesse.
Et donc voilà, le software craftsmanship, c'est arrêter tout ça. Et legoless programming, c'est, on va dire, c'est aussi lié à la communication bienveillante, c'est éviter de dire justement, tiens, ton code là, il marche pas. Encore une fois, pour éviter de communiquer du code, s'il y a du code qui a pété en recette, bah, c'est un problème, c'est une faillite hein, d'avoir des bugs, mais c'est une faillite globale. C'est pas la personne qui a fait un truc pourri et tout. Si le code est arrivé là, c'est comme au niveau collectif, on a produit ce code-là. Donc on évite de dire le code de Intel a pété, on dit plutôt on a fait ça parce que voilà et ça marche pas, ou etc. On essaie de sortir du côté possessif du code. Y compris pour les blagues, parce que ça reste du second degré, ça reste un aspect passif-agressif de legoless programming. C'est ça. Et attention, on est tous formatés par l'individualisme, etc., etc. Et c'est pas facile de changer la façon de parler et tout. C'est un apprentissage aussi, hein, les soft skills, pour passer en mode egoless pur programme. L'autre chose très importante, c'est que le software craftsmanship, pour que ça marche vraiment, il faut que les gens soient aussi passionnés par ce qu'ils font. Et la passion, ça passe aussi par l'apprentissage, la culture, la veille, les discussions, etc., les blogs, etc. Et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on nous donne des choses, qu'on nous donne quoi apprendre, on nous donne, je ne sais pas, on nous dise, vas-y, monte en compétence sur cette chose, etc., fais quelque chose. Il ne faut pas attendre les formations, etc. Ça reste quelque chose qui doit venir de nous. On est des professionnels, on apprend, c'est aussi la notion d'artisanat. On n'imagine pas qu'un médecin garde les mêmes connaissances, il y en a hein, sûrement, garde les mêmes connaissances qu'ils ont appris à la fac il y a 30 ans. On attend quand même qu'un médecin, un plombier, un dentiste, suive un peu ce qui se passe, se cultive, apprenne les nouvelles méthodes, etc. Sans qu'on lui demande en tant que client. C'est pareil pour nous, on doit réagir de la même façon. Selon évidemment cette façon. Jean-François, non. C'est écrit Jean-François. C'est écrit Jean-François. Ah oui, ouais. Donc, on va vous parler d'une méthode de développement. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent Solid? Là. Là, c'est Qu'une seule personne qui s'explique Solid. Encore, je ne saurais pas te dire. Ah, il y a des oui, non, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas si... ouais. Alors, je vais regarder juste la conversation. Hop. Ah, c'est là. Alors, qui connaît Solid? Yes. C'est Stéphane qui a dit yes, c'est ça? Ah non, levez la main. Raphaël Baron connaît. Hugo d'Espagne. Oh là là, incroyable. Les gens à distance connaissent. Donc, On en parle normalement aux entretiens d'embauche. On en parle aussi à la fac. Ah bon? des fois. ah, je ne me rappelle plus. Et pourtant, tu devrais te tenir au courant. Donc, qui sait, pour ceux qui savent ce que c'est le S? C'est ça. Donc, le S dans la single responsibility. Donc, une seule responsabilité par méthode, par fonction. Ah, mais ça marche plus. Ouais, c'est tout cassé. C'est tout cassé. Ouais, non. On va mettre le focus sur le. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Donc, single responsabilité, donc une seule responsabilité par classe, par fonction. On ne fait pas des grosses classes ou des grosses fonctions qui font la terre entière. On essaie de découper son code pour vraiment se focuser sur une seule fonction par méthode ou par classe. Ce qui permet d'avoir moins de couplage entre tes méthodes, entre tes classes, parce que si tu as une classe qui fait tout, donc tout dépend d'elle, et donc ça fait des arbres de dépendance énormes. Au lieu, si tu as une seule fonction, donc quand tu en as besoin, tu as forcément une dépendance, mais au moins ça te découpe un peu plus et tes dépendances sont plus maîtrisées et maîtrisables. Tu n'as pas un gros plat de spaghettis comme on pourrait le voir, et donc où tu comprends plus qui fait quoi et comment c'est fait, et donc tu n'as pas envie de toucher. Donc ça aussi, le fait de faire ça, de s'abstraire à faire ça, c'est quand quelqu'un arrive sur le projet ou sur le code, n'a pas peur du code. Il voit tout de suite si c'est qu'une seule chose faite dans la classe, dans la méthode,
bah, il sait ce qu'elle fait directement en la lecture. Il ne va pas se poser des questions, relire tout le code pour savoir ah, ça fait ça. Donc, c'est aussi plus facile à naviguer dans le code. Et donc, si les classes sont simples, les tests sont simples aussi, forcément. Et donc, la maintenabilité aussi de global de l'appli est plus facile. Et donc, si tu fais une modif et que tu pètes des tests, bah, tu trouves tout de suite pourquoi le test pète. Si tu as un test qui fait sur énormément de code, bah, forcément, le test pète peut-être, mais tu ne vas pas savoir au premier coup d'œil pourquoi le test est pas bon. Donc, on va montrer un exemple de code. Et je vais vous poser pourquoi il n'est pas bon ce code ou cette classe. Qu'est-ce qui n'irait pas? Il marche. Il marchera. Il marchera. C'est un code fonctionnel, mais qu'est-ce qui n'irait pas pour qui ne respectait pas la règle single responsibility? C'est plus ou moins ça l'idée, c'est que effectivement la partie, il y a une partie session où tu gères la session et l'authentification de ton utilisateur, et il y a une partie plutôt de gestion de la base, comment l'utilisateur est sauvegardé en base. Donc effectivement, c'est pas la bonne façon de faire, parce que là, du coup, tu mélanges deux fonctions, deux responsabilités, qui est la gestion de l'utilisateur au niveau connexion et la gestion de l'utilisateur au niveau sauvegarde, comment tu le stockes dans ta base. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer deux classes avec les méthodes d'un côté qui gèrent l'utilisateur en base et de l'autre qui gère l'autente de ton utilisateur. Je vais laisser à Tonio la parole. Ah, c'est dur. Le haut de oignon. Oui. Ah, c'est dur ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le haut du coup, le solide? C'est pas oignon du coup? Ouais. Open close. Bah, nickel, bah tiens. Rémi a dit C'est ça. open close. Rémi a principal. dit open close et il a tout à fait raison. C'est l'open close principal et ce O, cette lettre du coup indique qu'en fait quand on a quelque chose en production, il ne faut pas venir le modifier directement, si ce n'est pour corriger un bug. Il faut venir l'étendre pour éviter de casser un comportement existant. En gros, c'est un module doit être ouvert à l'extension, mais il doit être fermé à la modification. Donc, et bien en fait, si on a, j'ai mis, si on a un module qui est en production, par exemple, qui est utilisé par des clients, on ne va pas venir casser le code qui est utilisé par des clients parce que potentiellement, si tu ramènes un bug dedans ou un comportement non voulu, tu casses complètement l'utilisation de ta librairie ou de ton module. Pareil, tu ne vas pas changer le contrat d'interface pour le client, puisque sinon, il est obligé de faire des modifications lui-même, alors qu'il n'a pas besoin, il n'a pas à en faire en fait. Du coup, si tu dois rajouter un comportement dans un module existant, plutôt que de venir le modifier directement, tu vas l'étendre. En fait. C'est Bertrand Meyer du coup qui a parlé pour la première fois de ce comportement-là et qui du coup résout le problème avec l'héritage. Du coup, un petit exemple. Je vous ai fait une magnifique calculette digne d'une faculté de licence 1. Du coup, on a une calculette qui prend une opération. Voilà, donc on a une petite interface calculateur-opération. Et quel est le problème ici pour vous, suivant le principe open close? Quel pourrait être le principe? D'accord? Vincent, faut parler plus fort. Pardon, tu ne peux pas rajouter d'opération. Ah, tu peux. Là, oui, tu es obligé de venir modifier ton code. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu veux rajouter une opération, tu es obligé de venir casser ta méthode calculate, alors qu'en fait, elle n'a pas lieu d'être modifiée, puisque la méthode, en fait, ce qu'elle prend, c'est une opération, elle applique l'opération. Donc, normalement, tu devrais pouvoir lui passer ce que tu veux comme opération. Petite remarque en parallèle. Là, on parle de solide, 5 lettres. Souvent, les lettres sont interconnectées. On voit aussi que là, ça ne respecte pas le S de Single Responsibility Principle. D'accord? Moi, j'ai fait la totale. C'est-à-dire qu'on a un bel exemple. Voilà. Du coup, quelle pourrait être la solution, d'après vous, à ce problème-là? Qui a une solution? Qui a une solution assez simple à mettre en place et qui éviterait d'avoir, à chaque fois qu'on a un nouveau cas d'opération à ajouter, de devoir faire un else if, else if, else if.
Ouais, c'est ça. Donc, je répète un peu ce que Marc-Antoine disait, c'est avoir une classe parente et du coup, chaque opération du coup définit le comportement qu'elle doit exécuter. Et ben, c'est exactement ça, et c'est ce que du coup Bertrand Meyer disait quand il parlait de résoudre ce problème avec l'héritage. C'est qu'en fait, du coup, il suffit d'avoir d'implémenter l'interface du coup calculator operation et d'exécuter chacune de ces méthodes directement. Donc là, si tu veux rajouter une opération de division, tu as juste besoin d'avoir une nouvelle classe de division qui va implémenter ton interface. Et bon, c'est pas très beau, du coup, quand même, on s'est fait plaisir à voir le faire. Voilà, parce que maintenant, on a les functional interface qui permettent de faire ça un petit peu plus joliment. Voilà, sur demande de Mathieu, évidemment. Il n'a pas trop aimé le code d'avant, hein, on ne va pas vous le cacher. Et d'ailleurs, le code d'avant, c'était quoi? C'était un Design pattern. C'était un design pattern commande. N'hésitez pas à vous inscrire sur Trello, évidemment. On sera enchanté de vous accueillir. Et voilà, je vais donc laisser la parole à Irina. Oui, du coup, moi, je vais vous parler de cette lettre-là. Est-ce que vous savez de elle? Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Je comprends. Et qui c'est? C'est celle qui est tout le temps oubliée, celle-là. Alors, ça vient d'un nom de famille. Donc, c'est Liskov, comme Barbara Liskov, qui était une ingénieure américaine, du coup, qui avait formalisé ce principe-là avec sa collègue. Donc, Liskov substitution principle ou substitution de Liskov, donc c'est tout simplement un usage intelligent de l'héritage et du polymorphisme qui nous est demandé dans ce principe-là. En gros, ça veut dire qu'une classe, quand on fait de l'héritage, une classe dérivée doit pouvoir se substituer à la classe de base dans n'importe quel endroit de programme sans que ça casse la cohérence surtout du programme. Donc ça peut ne pas casser le code, mais ça peut en fait avoir des comportements parfois qui vont pas faire ce qu'on attendait en fait de notre programme. Donc on va pas respecter ce principe si on connaît pas bien l'implémentation de la classe mère et qu'on fait un peu de l'héritage comme ça rapidement sans vraiment regarder comment ça marche la classe de base. Et du coup, on peut voir quelques soucis quand on va faire ça. Donc là, c'est un exemple un peu scolaire qui se trouve un peu partout pour illustrer ce principe-là. Imaginons qu'on a un programme avec une classe rectangle dedans qui a une largeur et une longueur. Et à un moment donné, j'ai besoin d'introduire une nouvelle classe qui est le carré. Donc, je peux me dire qu'en fait, dans la vraie vie, un carré est un rectangle. Donc, pourquoi pas, ce ne serait pas le cas aussi dans mon programme. Et je vais étendre mon rectangle tout en réimplémentant du coup les setters pour que quand je modifie un côté, l'autre soit modifié aussi. Sinon, ce n'est pas un carré, quoi. Donc, voilà, je fais ça et ça va nous poser des problèmes qu'on va le voir. Par exemple, si quelque part dans mon programme, j'ai une méthode qui s'appelle toDominoType et qui est censée transformer n'importe quel rectangle en un rectangle de type domino, c'est-à-dire qu'il y a un côté 2 fois plus large que l'autre. Et bah, du coup, vu l'héritage que je viens de faire, ça va pas marcher. Vous imaginez, j'imagine pourquoi. Parce que si je lui passe un rectangle à ma méthode, tout va bien, on va obtenir un rectangle bien comme il faut, de type domino, donc avec un côté plus large que l'autre, parce que je vais passer par le setter pour le faire. Par contre, si je lui passe un carré, là, du coup, j'aurai jamais de domino, j'aurai juste un carré 2 fois plus grand à chaque fois, parce que en mettant un jour un côté, je vais aussi modifier l'autre, et donc ça va jamais fonctionner dans cet exemple-là. Ça pourrait être évité aussi par d'autres moyens, mais c'est pour illustrer ce principe. Du coup, là, l'idée, ça serait en fait de ne pas faire d'héritage parce que telle qu'elle est, la classe rectangle, elle n'a pas forcément de choses nécessaires pour mon carré. Je n'ai pas besoin vraiment de l'éteindre ici. Je vais juste créer une nouvelle classe carré qui aura un côté et c'est ce côté-là que je vais manipuler parce que je n'ai pas besoin de faire des distinctions entre largeur et longueur. Voilà. Et du coup, là, c'est juste quelques exemples à ne pas faire. Et c'est des choses en fait qu'on est parfois amené à faire quand on fait de l'héritage bizarre. Par exemple, donc il ne faut jamais modifier la classe parente pour que la classe fille fonctionne. Donc on ne va pas ajouter des arguments optionnels à utiliser, des attributs optionnels qui vont fonctionner, qu'on va utiliser que pour un certain type d'enfants.
On ne va pas non plus réécrire des méthodes de la classe parente pour surtout ne pas faire de traitement. Donc, on ne va pas réimplémenter une méthode avec un commentaire, surtout ne pas exécuter, ne pas faire. Ou alors, on ne va pas non plus, il ne faudrait pas faire ce genre de check sur l'instance de l'argument qui passait, par exemple, là, sur le troisième exemple de code. On va regarder si notre rectangle n'est pas un carré. Dans ce cas-là, on va exécuter, et sinon, on n'exécute pas. Donc, quand on est amené à faire ce genre de truc, c'est que, quelque part, notre héritage ne fonctionne pas super bien. Et voilà, je vais passer la main à toi. Hello. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond le I de solide? Eh bien, ça correspond au Interface Segregation Principle. Donc, l'idée de ce truc-là, c'est de dire qu'on ne veut pas des interfaces trop grosses, parce que potentiellement, ça risque d'être utilisé par des sous-interfaces qui vont devoir qui vont pas implémenter toutes les méthodes, et donc potentiellement, c'est pas pertinent d'avoir une interface aussi grosse. Donc voilà, la façon dont ça se définit, ce principe-là, c'est que les clients ne devraient pas être forcés de dépendre sur des interfaces qu'ils n'utilisent pas. Donc en fait, c'est tentant quand on a une nouvelle feature request de vouloir modifier une interface déjà existante en ajoutant des fonctionnalités. Mais le risque, la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir un cas où ce n'est pas pertinent. Donc je vais passer un exemple, ça va être plus parlant. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est ce qui est à gauche. Donc typiquement avoir une interface entité. On dit qu'on est en train de développer un jeu basique, c'est assez caricatural. Donc ça marche bien quand on fait une classe caractère. Tu vois, on va pouvoir implémenter toutes les méthodes de l'interface et ça va avoir du sens. Par contre, après, on va vouloir ajouter des choses dans le jeu. On ajoute par exemple un mur. Et là, on arrive sur la méthode se déplacer et attaquer. Et on se trouve dans le cas où en fait, ça n'a pas de sens d'avoir ces méthodes-là sur le mur. Ou alors, c'est un peu bizarre. Donc, au passage, quand on dit que les principes de Solid se rejoignent un peu, là, on est aussi dans un cas où on a violé le Liskov substitution principle. Et au final, l'interface segregation principle ressemble pas mal au S, donc au single responsibility principle, mais pour les interfaces. Sachant qu'une interface, c'est un contrat au final qu'on établit avec l'extérieur, donc qui peut servir notamment pour le polymorphisme. Voilà. C'est important d'avoir un contrat qui est propre et qui ne va pas bouger tout le temps. Et là, on recoupe aussi avec le Open Clause Principle. Voilà. Donc, à droite, on a une façon de faire qui est sûrement un peu plus propre. Ce qu'on fait, c'est qu'on découpe par responsabilité, donc par fonctionnalité. On a des interfaces qui sont beaucoup plus petites. Et pour le coup, à chaque fois que quelqu'un implémente cette interface, ça fait sens de devoir implémenter les méthodes qu'elle contient. Donc, on se rend compte qu'en fait, en faisant ça, on risque d'avoir des interfaces qui sont toutes petites. Et c'est là où il ne faut pas confondre une seule méthode avec une seule responsabilité. On peut avoir plusieurs méthodes du moment qu'en fait, elles partagent la même responsabilité, donc le même sens, la même fonctionnalité. Voilà. Donc, si on ne respecte pas ce principe-là, on risque d'avoir des cas un peu bizarres où en fait, on va par exemple itérer sur une liste d'interfaces, donc en utilisant le polymorphisme, et appeler une méthode sur chacune des instances. Et en fait, dans l'eau, il va y en avoir qui vont se throw ou qui vont faire des no-op. Ah ouf. Voilà. Voilà. Et donc, la dernière lettre de Solid, c'est le D. Alors, qui sait ce que c'est le D? C'est une qu'on utilise. Vous utilisez quasiment jour le jour, pour le coup. Bon, les autres aussi, j'espère, évidemment. Mais débugger, non.
dépendance. Il y a le mot Injection. injection, oui, bien sûr, injection de dépendance. Dependency inversion. Même. Ouais. L'idée de tout ça, c'est que les classes, les modules, quand on dit modules, hein, c'est classes, c'est un terme générique pour englober tout ça, ne doivent pas dépendre, pardon, je pense déjà penser des choses, doivent pas dépendre des implémentations, mais doivent dépendre des abstractions. Ça sert à quoi de faire ça? Alors, on va montrer des exemples après, mais ça sert à découpler en fait les choses, notamment pour le test. Ça sert à faire de la réutilisation de code. Enfin, ça va nous aider à ça, et ça nous aide aussi à à avoir une meilleure maintenance du code. Il y a un concept qui arrive assez rapidement aussi, qui est utilisé par Spring et Outrance, c'est l'IOC, qui est donc l'inversion de contrôle, qui aussi est hypnotisant, ça, et qui est donc décorréler l'instanciation des choses de son utilisation. Donc c'est tout le principe de Spring, hein, et injection de dépendance, etc. C'est un concept qui est très couplé à ça. Un exemple très simple. Donc ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que là, on voit que directement, on a l'implémentation de la classe Customer DAO qui est au sein de notre service. Donc là, on est pieds et poings liés au truc. Ce qu'il faut faire, mais évidemment, avec Spring, c'est un peu transparent. Hein. Vous n'avez pas l'habitude de faire des new comme ça. Mais dans une vieille époque, ça se faisait, ou encore dans plein d'applis, ça se faisait encore. L'idée, c'est donc que le Customer Service va dépendre de l'interface, donc de l'abstraction Customer DAO. Et bon, dans ce cas-là, dans les cas qu'on fait nous, en général, c'est Spring qui va gérer quelle est l'implémentation qui va être utilisée. Et ça fait ce genre de choses. C'est qu'aussi, on peut avoir plusieurs implémentations. Que ce soit une implémentation bateau, mais on peut aussi se permettre d'avoir d'autres implémentations. Typiquement, dans le cas de droite, Stop Customer DAO, c'est pour avoir des objets en dur. On peut imaginer que le cas de gauche, c'est on appelle la base de données directe. Et donc, la classe service, ce n'est pas elle qui doit décider la façon dont l'implémentation est faite. Okay. Donc là, on a parcouru solide. Donc là, l'idée de tout ça, pour rattraper au sujet initial, c'est que le software craftsmanship, c'est aussi déjà maîtriser les bases. Ce n'est pas juste être des utilisateurs des frameworks, des outils qu'on a à disposition, que ce soit Java, que ce soit Angular, n'importe quoi. Les frameworks, ça reste des outils. Les principes de programmation comme solide, ça s'applique partout. Et en fait, maîtriser ces principes de base, parce que c'est des principes de base de l'APO, c'est justement être un meilleur développeur, dans le sens être un développeur qui va aussi plus s'adapter facilement, plus comprendre les choses, etc. Et ces méthodes de développement, etc., ça s'apprend, c'est des choses, c'est pas en sortant des études, ni avec quelques années, que directement les 5 lettres de solide, on sait les mettre tous dans notre code parfaitement. C'est des années d'entraînement, et le code parfait n'existe pas. Et en tout cas, le but, c'est d'attendre et de se dire, je produis quelque chose, est-ce que ça répond à est-ce que ça respecte solide, par exemple? Et rien que ça fait beaucoup de questions, ça fait découler d'énormément de choses, etc., etc. Et derrière tout ça, l'idée, c'est de faire un code qui est plus safe, c'est-à-dire aussi qui va être plus pérenne dans le temps, qu'on va pouvoir mieux partager, mieux comprendre, donc qui va être well-crafted, comme c'était écrit au début. Et aussi, alors, il y a plein de cas aussi, c'est typiquement, si on fait tous les exemples mauvais qu'on vous a montrés, c'est un code qui va péter au run, en général. Et péter au run, c'est pas ce qu'on veut, quoi. On veut un code le plus possible qui, s'il compile, globalement, c'est que ça va bien se passer, quoi. Donc, il y a d'autres acronymes un peu... Oui, est-ce qu'il y a des questions sur Solid? Oui, exactement. Oui, Tristan. Est-ce que tu as des outils pour vérifier ça? Alors, Tristan demande s'il y a des outils pour vérifier ça. On va dire que, bon, de ce que je sais, je vais vous dire, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'outils pour contrôler ça. Alors, on va dire les analyses statiques de code font que ça contrôle en partie. Ça ne va pas contrôler le single responsibility principle si tu as un session user dans la même méthode, hein, ça ne va pas contrôler ça. Après, je pense que la majeure partie, la façon la meilleure pour moi de le contrôler, ce genre de choses, c'est la relecture de code, le binomage, le mentorat, etc. Ça va être la meilleure chose pour moi, c'est que les gens... moi, je parle du principe qu'on doit s'approprier ces façons de faire, et ça doit faire partie des choses qu'on vérifie, notamment en relecture de code. Tant que les gens connaissent les Si tant que les gens connaissent. D'où ce Miditech pour que les gens connaissent ça. Pour justement faire du craftsmanship grâce au Miditech. Mais voilà, pour moi, c'est ça. On doit se dire,
personnellement quand on fait du code. Et en relecture aussi, on doit se dire est-ce que le code qu'on produit respecte ces principes-là. Moi, c'est la meilleure façon de faire parce que l'automatisation, les données statiques. Sans être Voilà. analogie, tu as des. Je ne sais plus si c'est dans le Code. C'est un bouquin où ils en parlent. En fait, tu as des listes de questions en fait, à te poser. Par exemple, est-ce que tu es dans les classes, je crois qu'il en parle justement dans le Code, dans les classes. Est-ce que tes variables de ta classe, est-ce qu'elles sont fortement couplées à tes méthodes? Si elles ne le sont pas du tout, si tu as un champ par exemple qui est utilisé que dans une méthode, bah, peut-être qu'en fait il n'a rien à coupler en fait, et que du coup ça casse en fait la single responsibility juste à cause de ça. Quoi. Sans avoir d'outils automatisés, tu as peut-être des questions que tu peux te poser à chaque fois en fait, et si tu as la telle réponse, alors c'est que tu as peut-être moins de faire mieux. C'est plus un truc à faire toi-même, quoi, je pense. Ouais. Et encore une fois, ça s'apprend. Automatisme à prendre, quoi. Vraiment, ça s'apprend. Respecter tout ça, c'est pas facile. Il y a des cas où on peut faire des raccourcis parce que ça a l'air compliqué. Mais... Pardon, Corentin? C'est plus l'artisanat, c'est automatise ça. C'est plus d'artisanat, c'est automatise ça. Eh ben, oui et non. Bah, nous, c'est toi qui l'as écrit à la base, quand même. Oui et non, parce qu'en vrai, l'automatisation, ça permet d'avoir la boucle de feedback rapide aussi. Donc, si ça peut nous permettre de vérifier ça. Après, ouais, je suis pas sûr que c'est un peu compliqué à automatiser aujourd'hui avec les outils actuels, je pense. À part si quelqu'un connaît des outils extraordinaires qui regardent ça, mais à part des tailles de méthode, des indicateurs un peu. Des règles de codage qu'ils font. Oui, voilà. On traîne beaucoup. Je sens que tu as respecté ça. Ouais, mais je pense quand même que tu peux passer dans les mailles du filet. Mais bon, dans tous les cas, tu passeras par les mailles du filet. Mais bon, je pense que pour moi, la meilleure façon, c'est quand même d'apprendre ça, d'apprendre ces règles-là. Donc, de lire le clean code, Effective Java, tous ces trucs-là, les gens qui ont écrit les manifestes agiles, lire leurs livres, ou au moins se renseigner dessus, voir des confs. Et ensuite, je veux dire, partager ça au sein des projets, au sein des relectures lors des relectures de code, etc. etc. C'est la meilleure façon de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Solid? Je n'entends pas de shting à distance. Bon, alors, il y a d'autres acronymes, alors, du coup, on va avancer. Un peu plus mineurs, connus aussi. On va vous montrer. Il y en a plein, on va en parler de 3 là. Qui sont aussi des fois sujets à, j'allais pas dire, pas controverse, je cherche, mais mauvaise compréhension. Donc on va en reparler un petit peu. Alors, ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, maintenant, c'est plus dur. Avant, c'était avec les lettres, maintenant, il n'y a plus de lettres, il faut trouver. C'est dry, Corentin dit dry. Eh bien, c'est dry. Donc, dry, ça veut dire quoi, Corentin, du coup? Bah, dry, ça veut dire quoi, du coup? Non, mais l'acronyme, vu que c'est un acronyme, ça ne veut pas dire sec. J'en sais rien. Qui sait ce que veut dire dry comme acronyme? Alex. Don't repeat yourself. Et à l'extérieur, à l'extérieur. À distance, est-ce que c'était bon aussi? Chaud. Raphaël. Ok. Merci, Raphaël. Oui, don't repeat yourself, ça veut dire que le code, on ne doit pas le répéter. C'est-à-dire éviter les duplications, éviter les copier-coller, enfin du même code et que ça reste dans le code, donc les duplications, en fait, ça veut dire la même chose. Pardon? Alors, je mettrai un bémol là-dessus, parce que factoriser le code à tout va, de là, il faut quand même, encore une fois, que la lisibilité, la maintenabilité du code soit bonne. On ne fait pas un code ultra dry, c'est-à-dire où vraiment il n'y a aucune répétition de code, etc., si c'est pour en perdre en lisibilité. On peut même accepter de répéter du code si c'est plus lisible. Même si c'est typiquement, je n'ai pas d'exemple ici, mais il y a des cas où on verra ça dans Effective Java, où on peut répéter, quand on passe en langage fonctionnel, des fois dans des for impératifs, en fait, on peut faire plein de choses dans le for. En langage fonctionnel avec des lambdas, des fois, pour faire ça, ça ne marche pas très bien, on fait des grosses lambdas, et on peut imaginer que des choses comme ça, on passe plusieurs fois dans les lambdas, on fasse plusieurs fois la boucle for dans des méthodes, mais que dans ce cas-là, en termes impératifs, on a fait plusieurs fois la parcours d'une liste. Par contre, en termes de lisibilité, alors je vous montrerai des exemples si j'ai dans la tête, mais là, je ne les ai pas. En termes de lisibilité, le code va être beaucoup plus clair. Si on fait plusieurs fois la boucle for, mais dans ce cas, on a une méthode par chose qui se fait dans cette boucle for. Une fois la boucle for, avec à l'intérieur plein de if, des else, pour gérer 3-4 cas différents. C'est un peu le single responsibility pour la boucle for. Quoi. On va dire, voilà. Alors, deuxième chose. Antoine. Non, c'est pas Antoine. Si, c'est Antoine, je crois que c'est l'an dernier. Non. Bon, celui-là, en vrai, il est très compliqué à trouver comme ça. Est-ce que quelqu'un a une idée que l'acronyme, ça pourrait être derrière? Franchement, il y a une sauce offerte avec votre poké si vous le trouvez. Oh, l'erreur.
l'erreur. Non, ouais, en vrai, il est très compliqué à trouver avec ça. En fait, c'est Yagni. Est-ce que Yagni, ça parle à quelqu'un? Ouais, Jérôme? Exactement. Ok. Il y a une Ah. Ça fait du chaud. Celui-là. Ouais. Ah non, c'était lever la main. Ah bah, désolé, les levages de Ah, les levages de main, entend, on mais, les a, ouais. Mais j'imagine que vous aviez la bonne réponse aussi. So, you aren't gonna need it, du coup, au cas où, avec un accent délicieux Ouais. de ma part. C'est très tube de l'été quand même. Est-ce que vous savez, vous pouvez expliquer ce que c'est, notamment toi, Jérôme, du coup, question. Quand on part pour développer une fonctionnalité, d'abord se demander si on en a besoin. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce qu'on est en train de faire? Et au-delà de ça, c'est ne pas suranalyser le besoin, de se dire par exemple, bon bah peut-être qu'à l'avenir, je vais avoir besoin de cette méthode. Moi, j'en ai pas besoin tout de suite, mais j'en aurai besoin dans un mois pour faire tel truc. Et au final, cette nouvelle fonctionnalité, on la fera jamais, ou dans une version dans. Et au final, c'est du code mort, donc c'est du code à maintenir. Et le code à maintenir, c'est un coût. c'est du code pas mort, c'est bien le problème. C'est du code à maintenir, quoi. Non, mais c'est du code à maintenir, mais qui est jamais utilisé, quoi. En plus, c'est du code à maintenir, du coup, c'est une perte de temps et c'est de la maintenance. Donc, c'est à éviter à tout prix si on prévoit pas en fait à l'avenir ce dont on va avoir besoin, quoi. Violine, quoi. D'accord? On fait du lean. On fait du lean. Tu vas peut-être nous faire un petit exemple de Toyota si tu veux. L'optimisation prématurée et le mal. C'est ça. Ouais. Voilà pour Yagni. Et le dernier, je pense que vous avez peut-être trouvé. Qui c'est? Énorme. Ah, génie. Qui a dit du coup Kiss? Alors c'est quoi du coup, ça veut dire quoi? C'est ça. Ça dépend, il y en a plusieurs. Oui, après il y en a plusieurs. Tu peux inverser le stupide et le simple, mais. Et donc, est-ce que tu sais ce qui est? C'est qu'il faut garder plutôt les trucs plutôt simples et. Oui, bah. Bien, bravo, bravo. Donc ouais, c'est de garder toujours les, ouais, de toujours le plus simple possible dans tout ce qu'on fait. Enfin, de pas surcomplexifier les choses quand il n'y en a pas besoin. Enfin, on fait ouais. C'est ça, ouais. Ou soit de sortir un gros bazooka pour tuer une mouche. Après, ça souvent, avec les trois acronymes-là, ça recoupe solide en grande partie. Ah oui, non, mais c'est pas. Le principe de solide, on le retrouve dans ces trois acronymes, mais. C'est d'autres acronymes, mais oui, forcément, c'est un peu ça. Il y a les mêmes notions et des mêmes objectifs derrière. C'est d'améliorer le code, enfin, d'avoir une meilleure visibilité et compréhension du code. Donc, oui, ça se recoupe. On peut les faire tous. Hein. En fait, les trois derniers ne sont pas sur la structure de ton code, sur la nécessité de sa présence ou pas. Bon. Moi, je vais vous parler un peu des tests. Alors, donc on va juste faire un petit préambule. Pour plus de détails, il faudra se tourner vers le groupe de travail. Donc là, c'est plus parler de comment écrire un bon test et ce qui est préconisé par l'oncle Bob, parce que on est son sujet. Les bons tests et les mauvais tests. Exactement. Alors, bon, les tests, pourquoi on en fait? La première chose, c'est pour avoir de la confiance dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, si on n'a pas de test, qu'est-ce qui nous dit que quand on fait une modification, on ne va pas péter le fonctionnement existant? Donc, les tests nous apportent cette confiance et nous permettent d'avoir de la maintenabilité, de l'évolutivité, et puis ça permet aussi de documenter un petit peu le fonctionnement. Le truc qu'on cherche absolument à éviter, c'est par exemple un manager qui va te dire non, technique, tu ne touches pas à ce bout de code parce qu'à chaque fois que quelqu'un y touche, ça pète. Ça pète pourquoi? Parce qu'on n'a aucune confiance à ce que ça fait, il n'y a aucune vérification sur ce que ça fait, et donc on fait des effets de bord. Il y a d'autres bonnes raisons, on ne va pas toutes les énumérer. Tac. Je suis solide parce que tu dois développer par extension, comme ça tu ne touches pas au code existant. Donc, en fait, tu suis les principes. C'est quoi? C'est vrai, c'est vrai. Tu fais des tests pareils en solide. C'est solide en fait de ne pas toucher au code existant. Il n'y a pas une clause. Du solide, on ne fait jamais de nouvelles fonctionnalités. On ne modifie jamais la fonctionnalité.
Une phrase qui est importante aussi, c'est que les tests ne prouvent pas l'absence d'erreur, mais la présence d'une correction à l'erreur. En fait, ce que ça veut dire, ça, c'est plus que quand on a 80% de couverture de code, ça ne veut pas dire qu'on on est sûr à 80% de ne pas avoir de bug. C'est plutôt que sur 80% de la surface, on essaye de s'assurer qu'on n'a rien. Et donc, ça veut dire qu'il faut être conscient, il faut que ce soit un choix, de savoir qu'on a 20% sur lesquels c'est OK potentiellement de ne pas avoir de test. Bon, là, on a plus confiance. Voilà. Alors, comment écrire des bons tests selon l'oncle Bob? Il a énoncé ces principes-là, donc il faut qu'ils soient first. Donc les propriétés, c'est qu'il faut que ce soit rapide d'exécution, sinon on aura la flemme de les lancer. Il faut que ce soit indépendant, c'est-à-dire que chaque test va avoir ses données. C'est un truc que j'ai déjà vu, on avait toute la test suite où le test utilisait les données utilisées dans le test précédent. Évitons de faire ça, parce qu'après, si tu commentes le test précédent, potentiellement, ça pète toute la suite. Il faut qu'il soit repeatable, ça veut dire que le test, il y a une seule raison pour laquelle il peut péter, c'est que soit il y a une erreur dans le code, donc ça va faire deux, soit le test est à modifier, mais il ne faut pas que ce soit dépendant de conditions extérieures, il ne faut pas qu'il y ait d'aléatoire, il ne faut pas que ça dépende d'une base de données, il ne faut pas que ça dépende du réseau. Voilà, c'est le code où le test est adapté. Il faut aussi qu'il soit self-validating, donc ça veut simplement dire que les assertions elles sont dans le test et ça renvoie un booléen vrai ou faux, quoi. Faut pas que ça renvoie une valeur que derrière on va pouvoir vérifier pour dire le test est OK. Et puis le dernier, c'est timely. Ça, c'est un truc qui vient du TDD, Test Driven Development. À la base, ça disait il faut que le test soit écrit juste avant d'écrire la fonctionnalité. Donc, si on n'est pas en TDD, on peut être un peu plus souple, mais on peut quand même garder l'idée principale qui est que c'est dans le même laps de temps, quoi. On peut faire le test juste après, mais pas une semaine plus tard, quoi. Juste une parenthèse sur le TDD, bon, je ne sais pas si vous en parlez dans le groupe testing, mais tous les craftsmen un peu connus ils poussent vraiment le TDD très très fort, et pour eux c'est une des façons obligatoires pour avoir le meilleur code possible. Donc voilà. Après ça s'apprend aussi, mais en général du code qui sort de TDD, puisqu'on développe en pensant vraiment ce que le code doit faire et pas la façon dont on va le faire, c'est le principe du TDD. Ça aide aussi pas mal que le code soit solide, bien découplé, etc. Donc, je parlerai de ça un jour dans les Unitech testing. 2023, je crois. 2023, oui. Bon, très bien. Mais bon, voilà. Pour Uncle Bob, les TDD, c'est hyper important. Donc, en avant. Alors, ensuite, on va parler un peu de AAA. Ça, c'est plus une bonne pratique sur comment organiser son test, parce que ce qu'on veut avec un test, c'est qu'il soit très rapidement lisible. En deux coups d'œil, on doit savoir pourquoi il pète, si c'est la faute du code ou si c'est le test qui est adapté parce que le fonctionnel a changé. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en BDD qui s'appelle le Given When Then. Donc l'idée, c'est simplement dans la première partie, on prépare les données. Dans la deuxième partie, on exécute la méthode qu'on veut tester. Et la troisième partie, on vérifie le résultat. Voilà. Du coup, question par rapport au arrange, les before each, before, etc. Ça nuit un peu à la lisibilité du code. Je sais pas dans le test. Hein, de la suite, des before each, pas dans le test. ouais, mais du coup, on prépare des données souvent, donc before each, justement. Bon, c'est pas trop normalement. Dans le each, tu réinitialises tes data ou c'est différent. Tu prépares ton infra de test plus que tes données normalement. Tu fais du clean-up, tu c'est pas. teardown setup, quoi. Ouais. Ouais. À noter juste pour ça, là, Arrange, il y a aussi tout ce qui est when, le comportement de mocking, hein, c'est la préparation de données, c'est aussi la préparation de comportement, notamment tout ce qui est when sur les mocks. Et donc les asserts, c'est les verify sur les mocks. Il n'y a pas de différence avec le Gun. Non, c'est la même chose. Ça ressemblait, mais c'est pareil. Ouais, ça, AAA, c'est l'acronyme en TDD, et Given When Then, c'est l'acronyme en BDD. Pour continuer sur cette idée de tests qui doivent être hyper lisibles, on dit qu'il y a souvent un compromis à trouver entre le dry et le damp. Donc le dry dont on a parlé, qui est don't repeat yourself, et le damp,
qui est Descriptive and Meaning Phrases. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'un test, souvent, il n'est pas dry parce ils vont beaucoup se ressembler de l'un à l'autre. Initialiser ces données avec juste une petite subtilité par rapport au test d'avant. Donc il y a souvent un compromis à trouver. Notamment la question de est-ce qu'on crée un helper pour initialiser nos données? Ça, c'est à votre libre appréciation. Le problème qui est vu avec ça, c'est que si on a un helper, potentiellement, ça a un fort couplage dans nos tests. Et donc, potentiellement, on peut avoir l'impression que nos tests sont bons, alors qu'en fait, le helper, il fait un mauvais init. Donc voilà, si on utilise un helper, il faut être sûr et certain qu'il fonctionne bien. Et potentiellement, un compromis, ça pourrait être d'utiliser le helper pour faire l'init de base. Et après, dans le test, surcharger les valeurs qui font la différence, la subtilité de ce test-là par rapport aux autres, quoi. C'est vraiment grave d'avoir un test qui n'est pas vrai. Bah, Justement, ce qu'il faut privilégier, c'est la lisibilité. Donc, c'est là où tu trouves ton compromis pour pouvoir très vite savoir si c'est bon ou pas bon. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que si tu fais un helper, ton helper, s'il est mal construit, ou s'il y a un problème, tu as toute ta suite de tests qui utilise ce helper qui est potentiellement impacté, alors que en théorie, si les tests sont bien découpés et bien barrés, normalement, si ça a juste un seul comportement, tu peux tout péter tes tests, alors que potentiellement, ils n'auraient pas dû péter en mettant des helpers. De toute façon, on parle de helpers, hein. Si c'est des factories d'objets, encore, ça va. Si c'est des helpers avec, je ne sais pas, moi, des assertions groupées avec des calculs, des trucs, machin, si on fait un over-engineering sur les tests, celui qui doit rajouter des tests dans le futur, il doit apprendre comment marcher les tests avant. C'est pas trop le but des tests. Le test, c'est d'être descriptif de ce qu'on veut faire dans les méthodes, quoi. Donc, pourquoi en fait les tests doivent surtout pas être over-engineering. Ouais, d'accord. Par rapport au reste du code où finalement on peut tenter de le faire. Il y a pas mal de gens qui disent que les relectures de code, on pourrait presque, ou les présentations de features, ou tout ça, on pourrait presque lire que les tests pour comprendre l'appli. Et en général, ça serait même mieux en théorie. Après, sur des Java, sur des JS, je ne sais pas trop, vu la verbosité des tests, mais c'est une idée, quoi. Il y a un article sur Jest sur le blog qui est très bien. Mais les tests doivent être vraiment descriptifs de ce qui se passe et on va comprendre rapidement, quoi. Tu ne peux pas t'assurer du comportement des tests, simplement. Si tu veux vérifier ton comportement de test, les tests d'application. Ça, c'est un autre sujet. On mettrait ça dans la case de engineering. C'est un mauvais débat avec l'imitation pour Voilà, j'allais répondre ça. Ça tombe bien. Des tests humides, c'est ça? C'est un peu humide. On doit pouvoir trouver un acronyme qui fait DEMP, c'est ça, c'est un peu humide. Ok, voilà pour les tests. Est-ce qu'il y a une question sur les tests? Ah oui, il y a des questions sur les tests. Vous avez des questions, vous les poserez au groupe de travail. Merci. Du coup, je vais parler de ça, Dojo et Kata. Donc ça, c'est pas des acronymes pour le coup. Pourquoi on vous en parle ici dans le cadre de ce Meditech-là? C'est parce que, comme Mathieu disait tout à l'heure, la dimension collective, communautaire, tout ça, c'est super important dans l'idée du software craftsmanship. Et en fait, grâce à Coding Dojo et à Kata, on va pouvoir transmettre la connaissance, partager la connaissance, apprendre des autres, etc. Et c'est des choses, du coup, qui servent aussi bien aux juniors qui pourront apprendre à peu près tout ce qu'ils peuvent à ce moment-là, mais aussi pour les personnes un peu plus expérimentées, pour qui ça serait plus l'occasion d'expliquer leurs pratiques, de mieux les comprendre aussi en les expliquant, de les défendre ou de les remettre en question potentiellement. Voilà. Donc ça bénéficie normalement à tout le monde, quel que soit son niveau d'expérience. Donc le kata, à la base, c'est un mot japonais qui désigne une suite de mouvements qu'on exécute dans les arts martiaux japonais, qu'on exécute du coup pour s'améliorer et pour le faire de mieux en mieux. Donc en programmation, c'est à peu près la même chose. Les katas, ça va être des exos de programmation que vous connaissez sûrement tous. Donc il y a les fameux foobar, fizzbuzz, les chiffres romains, les annales bissextiles et tout ça. Et en gros, c'est l'exo qui sont faits pour s'entraîner à implémenter une algo
plusieurs fois de différentes manières, etc. Donc, il y a des plateformes où on peut faire ça. C'est des CodeWars, Coding Game et Warrior.js, entre autres. C'est du coup des plateformes où c'est un peu gamifié, tout ça. Donc, on a notre algo à implémenter. Et à côté, on a une petite image, une petite animation de un robot qui avance, ou un Batman qui doit grimper sur un bâtiment pour sauver des gens innocents, etc. Il faut l'aider à le faire grâce à notre code, quoi. Donc ça, c'est un kata au sens propre. Un kata aussi, c'est un type de coding dojo. Dans les coding dojo, il y a deux gros types. Donc il y a les katas et les renderies. Après, il y a des sous-types différents, mais c'est à peu près les variations autour de ces deux-là. Donc un kata, ça va être en gros une personne devant son PC et un groupe de personnes devant qui l'écoutent et qui posent des questions. Et cette personne-là, elle essaie de résoudre un tel ou tel problème en expliquant ce qu'elle fait pas à pas. Renderie, c'est à peu près la même chose, sauf que cette personne-là, elle peut ne pas être seule, ils peuvent être deux, et que surtout, il faut que ces deux personnes changent toutes les 5-10 minutes, ou enfin 15 minutes. Mais en gros, il ne faut pas que ce soit tout le temps la même personne, il faut que ce soit des itérations assez courtes. C'est à peu près comme du mot programming. Je n'ai pas bien saisi la différence entre ça et le mot programming. J'ai l'impression que le mot programming, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus actif en fait la participation du public, alors que là, ça va être plus en mode spectateur qui pose des questions. C'est la seule différence que je vois à peu près entre les deux. Sinon, c'est assez similaire. Du coup, où est-ce qu'on peut faire ça à Rennes? Donc, il y a un groupe qui s'appelle Software Craftsmanship Rennes, qu'on peut trouver sur Meetup, Twitter et sur Slack, et qui font toutes les semaines, et ils envoient des invites à leur coding dojo, tous les mois, je ne sais plus, mais c'est assez régulier. Et du coup, bientôt chez Lexi aussi, vous avez quelques teasings. On peut dire Il y en a. Ouais. Voilà, donc bientôt on va pouvoir en faire. Il y a faire. un petit mois et il va en avoir les premiers. Quelques petits trucs juste à savoir pour comment ça se passe. Donc en amont de avant chaque coding dojo, chaque session, il faut qu'on définisse un sujet ensemble. Donc ça peut être la personne qui l'anime qui va le proposer, les autres vont approuver, mais en tout cas il faut savoir sur quoi on va travailler avant pour ne pas perdre du temps dans les 1 ou 2 heures de la session. Il faut aussi définir les règles précises qu'on va suivre, dans quel langage, combien de temps on a, et comment on va fonctionner si on fait un kata, si on fait un renderie, si on fait du mob, si on fait... Voilà. Il faut savoir comment on va fonctionner exactement. Pendant, on va faire du TDD, donc ce que Mathieu disait tout à l'heure, on va écrire un test qui va être une sorte de spec, en fait, et puis on va essayer d'implémenter de mieux en mieux notre code pour respecter cette spec-là. Et on va changer, on va tourner toutes les 10 minutes si c'est un mode renderie, comme je disais tout à l'heure. Et il faut savoir aussi que l'objectif, ce n'est pas forcément terminer l'exercice coûte que coûte. L'idée, c'est d'avancer vraiment pas à pas, en comprenant bien ce qu'on fait, etc. Et si ce n'est pas terminé au bout d'1 heure ou 2 heures, ce n'est pas grave. Parce que justement, après, il est important de mettre à disposition le code qui est produit à tout le monde pour que la personne puisse éventuellement le regarder chez elle si elle veut, pour se rappeler comment on a procédé. Et aussi, on peut faire une rétro à la fin de chaque session. Parfois, ça se fait au début, sur la session d'avant, selon si c'est vraiment des rencontres régulières ou pas. Et voilà, c'est à peu près tout sur les coding dojo. Est-ce que vous avez des questions sur Meditech? On peut faire des trucs un peu marrants en coding dojo, juste, c'est même ça. On peut faire il y a un nom pour ça. C'est des coding dojo, on fait plein de fois la même appli, on la supprime à chaque fois et on la refait. Il y a des gens qui font ça. Voilà. Je vais faire ça. Et non, l'idée, c'est de refaire à chaque fois mieux, enfin, je sais pas, d'être de plus en plus efficace. Et on refait la même chose tout le temps. On supprime toutes les heures le code. C'est amusant. Enfin, ça c'est pas. On refait en fait aujourd'hui. Non. On refait l'échéancier. L'objectif du kata, c'est pas faire l'exercice. C'est apprendre à le faire jusqu'à ce qu'il soit naturel. Et donc, c'est refaire l'exercice. Il faut bien comprendre que ces dojo, ces katas, c'est aussi l'occasion d'être dans un contexte d'apprentissage et de partage, pas un contexte projet où on doit faire des features et tout. Donc, c'est vraiment fait pour l'apprentissage, le partage, etc. et comprendre les choses. C'est le moment de prendre du temps à expliquer et tout. C'est important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Des remarques?
Tristan. Si on prend un peu de recul sur tout ça, on se rend compte que qu'en fait, le mode des artisans, on va demander à tous les gens qui font de l'informatique et du développement d'être des artisans du code, des experts. Et on se rend bien compte que si dans les autres industries, on était resté sur le modèle des artisans, en fait, on n'aurait jamais pu atteindre la demande. Hein, par exemple, pour les ébénistes, si tout le monde, si on devait parler à des ébénistes pour acheter un canapé, il manquerait de canapé. Sachant qu'il y aura de plus en plus de demandes sur le développement logiciel, c'est quoi votre avis sur l'avenir justement de l'industrie? En particulier, je ne sais pas s'il y a des experts du craftsmanship, là, dans les premiers que vous avez cités, qui ont un avis sur la question. Quoi. Je peux parler de la conf donc Bob, qui est pas mal là-dessus. En fait, je pense que là, c'est un mauvais débat. Non, mais parce qu'en fait, l'industrialisation, ne va pas contre le craftsmanship, en fait. C'est la question. Le craftsmanship ne va pas contre la productivité non plus. Hein. Bah oui. Parce qu'en final, ce qui va contre la productivité, c'est le fait de ne pas connaître la base de code et de ne pas être capable de la toucher. Et du coup, dans la conf, je la mettrai parce qu'elle est vraiment hyper intéressante. Que le Bob, en fait, il dit que le problème de ces base codes-là qu'on n'ose pas toucher, en fait, tout le monde oserait la toucher si on avait un petit bouton magique qui nous assurait qu'on n'a rien cassé, en fait. Et ce petit bouton magique, en fait, c'est rien d'autre que la suite de tests et ta CI qui va te valider que si tes tests sont bien écrits, que tu n'as pas cassé le comportement et que du coup, tu peux y aller, tu peux refactor le code qui est dégueulasse. Et en fait, si de base ton code il est bien écrit et que tu le gardes propre et que tu le fais évoluer de façon propre, tu vas beaucoup plus vite en fait à développer des nouvelles features. Et il parle aussi du fait que en fait, c'est pas normal qu'au départ de ton projet, tu dises à ton client qu'il te faut 2 semaines pour faire une feature et la sortir en prod, et qu'au bout de 6 mois, il te faille 6 mois pour faire une feature parce que la code base, tu la connais plus, tu n'es plus capable de la faire évoluer, etc. Donc en fait, je pense pas en fait que le fait de faire proprement et de le faire bien avec des tests bien couverts, etc., ça te pose des problèmes de productivité, en fait, bien au contraire. C'est plus aussi le nombre de personnes et la qualification des gens qu'il va avoir besoin de trouver qui me semble irréaliste. Quoi. Bah, c'est ce qu'il dit. Alors, il parle d'un truc qui est assez intéressant. Il dit, en fait, le nombre de développeurs dans le monde, je crois qu'il double à peu près tous les 6 ans ou 7 ans. Et en fait, il dit du coup que c'est... Appliqué aux développeurs. Ouais, mais du coup, il dit que c'est... en gros, il en parle, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, je ne les ai pas vérifiés. Donc, je veux pas... Mais en gros, dans l'idée, c'est que du coup, on est dans une industrie qui est... Ouais, c'est ça, perpétuer une expérience, voilà. Parce qu'au final, il n'y a que des juniors. Enfin, il y a que des juniors. La moitié des développeurs ont moins de 10 ans d'expérience, et c'est vrai tout le temps, en fait. Du coup, soit on fait de l'entraide et on fait de la transmission de connaissances, soit l'industrie, au final, elle va un peu partir dans tous les sens, parce que si chacun fait sa sauce un peu n'importe comment... Pour le coup, comment tu fais pour rentrer en maturité, quoi? Le postulat de base de la presse, c'est de dire on est une nouvelle industrie, et en fait, ça ne peut pas se résoudre parce que finalement, il n'y a que des juniors constamment. Bah, ça ne peut pas se résoudre si on ne fait rien pour que ça soit résolu, si on ne met pas en place des pratiques de développement comme le software craftsmanship, justement, si ce n'est pas appliqué quotidiennement, avec de la veille, l'intérêt vraiment de la part des développeurs, de se cultiver, de s'entraider. Ça, c'est la réponse sur cette question. Si, ça répond. Ouais, les gars. Non, mais ouais. D'ailleurs, juste en passant sur ça, parce qu'elles sont là, il y a des petits liens, et notamment celle d'Oncle Bob, c'est la deuxième, hein, celle dont Antoine vous parle depuis tout à l'heure. Il me semble que c'est celle-là, je suis pas sûr. Je pense que si, mais c'est pas cette version-là, mais c'est ce qu'il dit aussi. Avec les mémoires. Ouais. C'est une autre version, il dit partout. D'autres questions? Remarques? Oui, Jérôme. Rapidement, décollage programming. Oui. Bien compris, du coup, développer la définition de... Ah, alors, Legolas Programming, alors il y a des liens sur ça. L'idée, c'est de... Donc, c'était sur ça que je repose sa question, ce que c'était. L'idée, c'est donc de... Donc, c'est de champ... C'est plus une façon verbale de communiquer lors de développement, dans les projets avec nos collègues, etc. Pour, en fait, sortir de la personnification du code. Donc, et sortir de la personnification des bugs, etc. Donc, c'est-à-dire ne plus dire, c'est surtout bête, mais ne plus dire ton code, mais dire le code, etc. Ce genre de choses.
Donc c'est sortir egoless, c'est dans le sens, voilà, c'est de la propriété, c'est plus notre code, on ne veut pas toucher à notre code, personne n'a le droit de regarder mon code, de toute façon, c'est moi qui je sais qu'il marche comme ça, il ne faut pas le regarder, etc. Ouais, ne pas regarder, ouais, voilà. C'est ça cette idée en fait, c'est de sortir de cette notion d'ego quand on parle de code. Demander l'autorisation aux gens avant de toucher du code. Eh bien oui. Alors, pour la petite expérience, j'ai déjà eu le cas hein, dans d'anciennes vies avec des développeurs un peu âgés qui ne sont pas du tout dans ce mouvement de pensée-là. Bon, Hugo et Romain sont en train de rigoler d'ailleurs là, sûrement, parce que c'était avec eux. Et où c'était très dur pour ces personnes-là d'avoir un regard critique. Critique dans le bon noble sens du terme, pas dans le négatif. Critique et constructif sur son code. Très très dur à accepter que quelqu'un regarde son code. Et c'était très très dur. Donc l'idée, c'est d'éviter d'arriver, après des années, à ce genre de cloisonnement et de renfermement, en fait, sur ça. On avance tous ensemble, on apprend tous ensemble, et on produit tous ensemble du truc. Je suis d'accord, mais parfois, et ça arrive de toute manière forcément, il y a des morceaux de code, donc c'est là où l'egoless programming, je pense, c'est un peu sa limite. Des parties de code qu'on ne comprend pas forcément, d'où le git blame en général. Moi, je l'effectue pour savoir à qui m'adresser, pour savoir ce qui se souvient. Ça, c'est pas. Et du coup, je focus un peu la personne finalement, vu que c'est elle qui l'a produit et qui potentiellement peut se souvenir de ce qui a été réalisé, etc. C'est pas incompatible avec l'egoless. Non, mais du coup, c'est. Par contre, il n'irait pas dire. Oui, mais alors, attends. Egoless, il te dit juste manière dont tu vas t'adresser à cette personne. Voilà. Ah oui. C'est très lié à la communication bienveillante, hein, l'egoless. Ou non violente. Oui, ou non violente. Ouais, c'est très lié à ça. Mais ça n'a pas. Enfin, il y a des gens qui ont fait du code et tout. Mais après, je dirais plus pour ce genre de cas que tu énonces, c'est bien aussi la propriété collective du code qui est importante. Si ce code-là est quelque part, c'est qu'on l'a produit. C'est pas juste une personne. Si le code est en prod, c'est la recette, c'est tout le monde qui a failli si on se retrouve ça en prod. Hein. On est d'accord. Et c'est pas forcément un comportement agressif que tu pourras avoir. En fait, c'est aussi un comportement défensif que les autres vont avoir. Si vous demandez des informations, vous dire je ne comprends pas parce que peut-être que j'ai pas la compétence ou même la blague qu'on avait fait sur Coaching avec Quentin l'autre jour, c'est peut-être, enfin, la personne va s'excuser en face en premier. En fait, si elle a aussi ce comportement, c'est aussi qu'il y a un problème d'ego par rapport parce que je sais que j'ai fait de la merde et elle est déjà en mode pardon. Et il y a des choses comme ça qu'il faut traiter et ça, c'est pas du code. Hein. Ah ouais, c'est complètement humain et qui est compliqué à avoir. D'autant plus en période de crise. Ouais. Ça répond à ta question, tu vois un peu plus. Alors, je peux passer des liens il y a un très bel article d'Octo sur ça, qui résume un peu ce que c'est que l'egoless programming. Je ne sais pas, vous partagez des choses sur Slack. Je ne sais pas ce que c'est. Mais, ah oui. Ah, Hugo, l'egoless programming. Non, très bien. Bravo Noé. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? On s'arrête là? Eh bien, merci à tout le monde. Il y a des gens qui font laisser des commentaires. Salut, merci Noé. Salut, merci. Jamais, je regarde mon message. Raphaël, il y a des gens qui font dans ton code. Je m'engage à maintenir ce code avec ton nom. C'est vraiment lui en plus. Ça parle à personne, ça? Bah, ça, il y a ça à toi.